Hello tout le monde, nouvelle vidéo, foire aux questions. Je vous ai demandé de m'envoyer vos questions sur LinkedIn. Et donc dans cette vidéo, je vais prendre le temps d'y répondre une après une dizaine. Thomas m'a envoyé 4 questions. La première, faut-il afficher ses tarifs sur son site ou est-ce qu'il faut plutôt les donner en privé? Moi, je recommande globalement de ne pas les afficher sur son site, sauf si tu as déjà des offres ultra validées par le marché. Moi, ce que je recommande plutôt au départ, c'est de faire beaucoup de sur-mesure, à la fois dans les prestations et aussi dans les tarifs que tu vas pouvoir annoncer à tes prospects. Je ne vois pas beaucoup d'intérêt dans le cadre de services de ghostwriting, copywriting, rédaction, d'annoncer ces tarifs sur son site. Moi, je recommande plutôt de les communiquer directement à ses clients parce que du coup, on peut avoir une discussion potentiellement par rapport aux tarifs quand on les communique. À l'inverse, on peut se fermer la porte d'entrée de certains clients qui pourraient malgré tout être convaincus quand on annonce ces tarifs. Donc c'est pour ça que je ne vois pas beaucoup d'intérêt de les afficher publiquement, en sachant que si tu veux les afficher publiquement, moi je recommande globalement de mettre ton TJM sur Malte. Comme ça, ton prospect, si jamais il va vraiment creuser, il a une idée globalement des tarifs que tu vas avoir. Comment gérer les périodes sans mission ni revenu? Bonne question, c'est une question vaste. La réponse que j'ai envie de faire, elle est assez simple. C'est quand tu n'as pas de mission, il faut mettre le fait de chercher des missions en priorité. Et donc ça veut dire qu'il faut prioriser à fond la prospection. Donc si aujourd'hui tu as 0 mission, te dire ok, je vais envoyer 2, 3, 4 emails de prospection par jour, je vais dédier l'essentiel de mon temps à la recherche de clients et à aller en parallèle faire un travail de contenu sur LinkedIn en parallèle pour aller décupler les effets de la prospection, mais il faut être focus au maximum sur la recherche de clients et être très intentionnel et mettre son énergie uniquement ici. Question numéro 3 de Thomas, comment trouver sa niche ou son positionnement quand on aime écrire surtout? Alors la question du positionnement, elle revient régulièrement. C'est une très mauvaise idée de rester généraliste. Et moi, je différencierais, il faut différencier le fait d'être curieux et de vouloir écrire sur plein de choses. C'est pas incompatible, c'est pas impossible de le faire. Malgré tout, toi, dans le développement de ton activité freelance, tu dois être intentionnel et tu dois réfléchir à un positionnement qui va faire que tu vas cibler un certain marché et qui va faire que tu vas renvoyer des bons signaux de crédibilité par rapport à cette cible. Comment on fait? Ça dépend de chacun. Quelles expériences tu as eues dans le passé? Quel travail tu as fait précédemment? Est-ce que tu as une carrière avant? Est-ce que tu as une formation? Et sinon, est-ce que tu as des appétences? Est-ce que tu as des intérêts pour un domaine? Voilà, moi je recommande de s'appuyer au maximum sur ce qui te définit et ce qui te rend singulier. Et une phrase que j'aime bien dire, c'est si tu as un avantage évident dans un domaine, parce que tu as travaillé dedans, parce que tu te documentes naturellement dessus, alors c'est dommage de ne pas l'utiliser. Comment adapter son style quand on écrit pour plusieurs clients avec des voix très différentes? Je ne sais pas s'il y a un conseil magique ici, si ce n'est de beaucoup s'exercer, de beaucoup s'entraîner. Et le truc qui peut être utile à cet égard, c'est l'IA. Donc, se paramétrer, par exemple, avec ChatGPT, on peut créer des dossiers par client. Et donc, tu peux donner des instructions sur le ton précis que tu veux avoir pour ce client à ce dossier GPT. Comme ça va t'aider à tendre vers ça. Je ne dis pas qu'il faut tout faire sur GPT, pas du tout. Mais tu vois, par exemple, ce que tu peux faire, c'est soit lui demander un premier jet que toi, tu vas pouvoir retravailler, mais qui est directement au style du client, soit toi-même lui envoyer un premier jet et ensuite dire à l'IA, tiens, essaie de retravailler ça en mettant le style que je t'ai donné, le style de mon client. Ça, c'est des options qui marchent bien. On a 2 questions de Virginie. Virginie qui me demande comment trouver sa niche. C'est la même question de Thomas. Je trouve que le terme trouver sa niche, il est trompeur et il est perturbant parce que ça donne l'impression qu'il faut trouver quelque chose. C'est l'axe de « Ah, je vais tomber sur une niche qui va être rentable ou qui va être la bonne pour moi ». Ça n'existe pas. C'est plutôt, encore une fois, par rapport à moi, ce que je fais de mon passé, quel métier j'ai occupé, quelle formation j'ai eue, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me rend singulier, sur quoi est-ce que je me suis naturellement attiré. Essayer de tendre naturellement vers ça et ensuite aller confronter ça au marché via notamment des appels de recherche pour valider si oui ou non il y a un besoin, il y a du business et c'est un truc qui pourrait nous intéresser. Donc là encore, pas de recette miracle, c'est toujours la confrontation entre
ce qui moi me semble pertinent par rapport à mes expériences et comment réagit le marché par rapport à ça. Et là-dessus, encore une fois, il faut aller parler à son marché. Je te mets une vidéo, je mets plusieurs vidéos en commentaire. J'ai une vidéo très très complète sur le positionnement que je recommande à tout le monde et une vidéo sur comment aller parler à son marché et faire des appels de recherche. Je les mets en description. Deuxième question de Virginie, comment améliorer son écriture pour être plus percutant sur les posts LinkedIn? Alors, effectivement, la question de l'écriture, alors, il y a deux réponses qui me viennent. La première, c'est il faut beaucoup s'entraîner, il faut beaucoup s'exercer. Il n'y a pas de secret pour écrire des bons posts LinkedIn. Il faut d'abord en écrire beaucoup. Moi, j'en écris quasiment tous les jours depuis 4 ans. Bon, je ne dis pas qu'il faut faire autant, mais à un moment, on devient mécaniquement bon. Il y a beaucoup de choses, c'est juste des réflexes, c'est juste de l'habitude. Ensuite, tu peux te former et éventuellement, donc aller suivre des programmes qui sont centrés sur l'écriture de posts LinkedIn. Je le mentionne, mais dans l'accélérateur freelance que j'anime, on fait un travail sur l'écriture de posts LinkedIn. Et le dernier point qui est un peu sous-estimé, mais qui peut être le plus important ici, c'est comprendre sa cible. Moi, souvent, ce que je vois, c'est pas tellement un sujet de persuasion à l'écrit, mais c'est plutôt un sujet de à quel point est-ce que je comprends ma cible, à quel point est-ce que je comprends ses enjeux, ses problématiques, son vocabulaire, sa manière de réfléchir. Et c'est tout ça qui va faire que je vais être capable d'écrire des bons posts qui vont répondre à ça. Donc moi, de ce que je vois, c'est souvent, c'est pas un sujet d'être percutant dans les posts, mais c'est plutôt un sujet de comprendre réellement les enjeux de sa cible pour ensuite apporter des contenus qui vont s'appuyer dessus. C'est valable pour toi, pour toucher tes clients, les prospects à qui tu veux vendre en freelance, mais c'est aussi valable pour les clients que tu vas avoir, par exemple, dans le cadre de missions de ghostwriting, pour écrire pour leurs clients. Et c'est très très important de savoir à qui on s'adresse. On en revient au positionnement. Si tu n'as pas de positionnement, si tu ne sais pas quelle est ta niche, entre guillemets, tu ne peux pas savoir qui est ta cible. Et donc, tu ne peux pas connaître les enjeux de ta cible. Encore une fois, tout est lié. Question de Mejda. Comment scaler en tant que ghostwriter? Donc, comment est-ce qu'on peut être moins dans la prestation pure et le fait d'écrire pour les autres? Alors, heureusement ou malheureusement, mais c'est difficile de scaler en tant que ghostwriter. La prestation de service, par définition, c'est un modèle d'activité, c'est un business model qui ne peut pas scaler parce qu'à un moment, il faut quand même mettre du temps et mettre de l'énergie. Une fois qu'on dit ça, plusieurs réflexions parallèles, plusieurs réflexions complémentaires. Globalement, quand tu arrives à un stade, et c'est peut-être ton stade Mejda, où tu as une activité qui tourne bien, tu fais du chiffre d'affaires, tu as des clients, tu n'as pas de mal à trouver des clients, tu as des clients qui te rémunèrent bien, la question c'est qu'est-ce qu'il y a après? Globalement, il y a deux grandes voies que j'observe. Première voie, c'est celle de l'hyper freelance, où tu vas te dire, tiens, je vais garder une base de revenus que je vais générer via ma prestation de service, via mon travail de ghostwriter, et je vais aller en plus, pourquoi pas, créer des formations ou des produits d'accompagnement en ligne pour me diversifier et avoir une forme de produit, de service qui est davantage scalable que les prestations que je fais. Et en fait, l'équilibre des deux fait que j'ai un peu le meilleur de monde. J'ai quelque chose qui peut scaler et dont les revenus ne dépendent pas de mon temps. Et en même temps, j'ai quand même une sécurité avec la prestation de service. C'est souvent le modèle que je vois. Et l'option numéro 2, c'est de te dire, je vais devenir une excellente freelance. Et donc, je vais m'engager plutôt. Je ne vais pas essayer de me diversifier, parce que se diversifier et devenir hyper freelance, c'est aussi difficile, c'est pas du tout facile. Et il y a un gros mirage par rapport à ça. Tout le monde essaie de vendre ça comme la solution magique, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, mais c'est compliqué. L'autre option, c'est que je deviens un top freelance. Et donc, je vais bosser avec des clients encore mieux. Je vais facturer encore plus cher. Je vais peut-être bosser moins. Je vais choisir encore plus mes clients. Je vais être encore plus sur de la stratégie. Et en fait, je vais me dire, OK, je vais être la top freelance dans le marché, la top 1% de la freelance dans le marché. Et en fait, je vais continuer à m'éclater, à me renouveler en montant constamment en gamme de ce que je fais. Donc, c'est un peu les deux voies que je vois. Et dernier point sur le sujet du scaling, je sais que c'est un peu un mythe d'Internet. J'avais fait un post là-dessus où je disais, quand moi je me suis lancé, le mythe d'Internet, c'était de faire les revenus passifs. Vous savez, tu gagnes de l'argent quand tu dors. Là, aujourd'hui, le mythe, c'est vouloir scaler, vouloir décorréler complètement ton temps de tes revenus. Ça, non seulement c'est très difficile, mais en plus, ça peut conduire sur des chemins où en fait, c'est difficile, c'est piégeux. Et en fait, c'est un mirage. Je connais personne qui scale réellement, en fait.
Et plutôt que de chercher à scaler, je pense que c'est plus intéressant de se dire comment est-ce que j'ai un travail auquel je n'échappe pas, qui me nourrisse malgré tout, hein, en cherchant à être efficace, en cherchant à mettre des automatisations, en cherchant à bosser avec des top clients, mais ne pas chercher à m'échapper du travail parce que c'est illusoire et de ce que je vois, ça existe difficilement, mais plutôt voilà, m'épanouir dans ce que je fais. Jeffrey me pose 2 questions. Est-ce que tu as des exercices pour améliorer ton ghostwriting? Là encore, beaucoup écrire. Franchement, il n'y a pas trop de secret, hein. Beaucoup écrire, se faire relire, se faire accompagner, voilà, avoir le regard de quelqu'un. Et puis, le meilleur exercice, c'est de pratiquer en conditions réelles. Donc, par exemple, te dire, tiens, je vais proposer à une entreprise gratuitement mes services de ghostwriting. Et donc, je vais pouvoir écrire pour elle et je vais prendre ses feedbacks à elle et je vais confronter mon écriture au marché. Question numéro 2 de Jeffrey. Est-ce que des analyses de postes de son secteur, c'est utile de faire plusieurs fois par semaine? Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas utile. Encore une fois, sur LinkedIn, le but, l'enjeu, c'est de parler de ces 2-3 sujets clés. Donc, quand on vend du ghostwriting, c'est parler de son positionnement, industrie, secteur, parler de ghostwriting et parler de ce qui marche sur LinkedIn. Tant que tu rentres là-dedans, c'est très bien. Et ensuite, l'objectif, c'est constamment parler de ces 3 sujets-là, les rabâcher, et à chaque fois, essayer de trouver des angles et des manières un peu différentes de les traiter. Hein, l'art du contenu, c'est répéter les mêmes choses sans se répéter, sans s'ennuyer et en se renouvelant constamment. Donc, si ces postes-là sont utiles là-dedans, c'est très bien. Question de Elsa. Encore une question sur la niche. Dans ma formation et différentes sources consultées, se spécialiser apparaît comme fondamental. Mais dans une rencontre d'entrepreneurs ce matin, on m'a dit que ça me fermerait des portes. Alors oui, ça c'est l'objection numéro 1 sur le positionnement, c'est « Oh là là, tu vas te fermer des portes ». C'est précisément l'inverse. Tu te fermes des portes quand tu es généraliste. Pourquoi? Parce que tu vas attirer personne. À l'inverse, quand tu es positionné, c'est là que tu attires des gens qui sont intéressés par ce sur quoi tu es positionné. De manière générale, il faut être hyper vigilante aux conseils qu'on écoute. Et effectivement, on va avoir des conseils ultra contradictoires. On peut avoir quelqu'un qui dit A et quelqu'un qui dit B sur le même sujet. Et là, c'est exactement pareil. Moi, je dis de se positionner et l'autre personne dit il ne faut pas se positionner. Du coup, comment est-ce qu'on sait qui croire? Déjà, ce que je recommande de faire, c'est se demander est-ce que la personne qui donne ce conseil a fait ce qu'on aimerait faire? Est-ce qu'elle est passée par les étapes qu'on aimerait passer? Et est-ce qu'elle a développé exactement le même type d'activité que nous? Peut-être qu'un conseil qui est pertinent pour les freelances en écriture ne sera pas pertinent pour un autre type d'activité. D'ailleurs, c'est très certainement le cas. Et donc, il faut toujours se demander, voilà, de quel point de vue est-ce qu'elle donne ses conseils? Est-ce qu'elle a le type d'activité que moi j'aimerais faire? Et par ailleurs, également, se demander, est-ce que c'est une personne dont l'activité se développe? Si moi je vais toujours préférer écouter des conseils de quelqu'un qui a réussi dans le business que quelqu'un qui est au démarrage et qui est rempli de peur et qui ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Voilà. Il y en a un qui donne des conseils qui sont basés sur du concret, de l'expérience, du pertinent, des compétences, et l'autre qui donne des conseils plutôt basés sur ce que lui pense être bien mais qui a jamais vraiment marché. Bon, voilà, la première option est plus intéressante. Et dernière question de Quentin, comment organiser son activité lorsqu'on travaille à côté et qu'on a déjà un 9h-17h? Alors ça, c'est, je pense qu'à peu près tout le monde, toutes les personnes qui font une reconversion doivent réussir à concilier le fait d'avoir un travail et le fait d'avoir une activité à côté. Moi-même, quand j'ai démarré, j'étais en CDI et je m'organisais le matin, le midi, le soir, le week-end pour essayer d'écrire et commencer à bosser avec des clients. Donc, il n'y a pas de secret. Si tu as un travail 9h-17h, il faut que tu optimises ton 17h-9h. Et donc, essayer de te dire, le plus souvent possible, je vais avoir des petites sessions de travail, des 30 minutes, 1 heure. Franchement, c'est largement possible. Ce qui va compter là-dessus, ça va être d'aller travailler très vite sur les bons sujets et ne pas te disperser, ne pas te perdre à faire des choses qui n'ont pas d'impact. Dans l'ordre de ce qui est important, et d'ailleurs j'ai une vidéo dédiée à ce que je ferais exactement si je devais me lancer en parallèle d'un job aujourd'hui, je la mets en description, elle va t'aider. Mais dans l'ordre d'importance de ce qu'il faut faire, déjà muscler son écriture, écrire, c'est gratuit. On peut le faire sur un blog, sur une newsletter, sur LinkedIn. Donc, m'entraîner à écrire pour commencer à développer des compétences. Et ensuite, essayer très vite d'avoir
une première mission, 2 missions gratuites pour me former, pour mettre la main à la pâte, pour commencer à bosser. Ça se bricole très bien le soir et les week-ends, hein. Si vous expliquez votre démarche, il n'y a aucun souci. Et ensuite, une fois que j'ai assez confiance, une fois que je sens que la machine est lancée, peut-être essayer de trouver une mission payante pour me rassurer, faire du chiffre d'affaires et préparer une transition la plus soft possible. Moi, je déconseille de tout quitter et de partir, c'est pas réaliste. Par contre, faire un maximum de choses en parallèle d'un job, pourquoi pas commencer à se former aussi en parallèle d'un job pour aller plus vite et pour que la transition se fasse rapidement. Mais c'est clair qu'il faut être déterminé, il faut être motivé, ça demande du temps, donc il faut être prêt à s'investir. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez creuser des sujets que j'ai dit, je vous mets plein de ressources en description. Allez voir ça et puis j'en referai certainement d'autres. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. À bientôt.